Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour, chers amis de Haïba FM, d'où que vous nous écoutiez, d'où que vous nous regardiez, bonjour. Hier, Madame Dominique Voynet, ancienne ministre de la République française, maintenant responsable de l'agence régionale de santé à Mayotte, a fait part de ses craintes face à cette situation de la pandémie du coronavirus. Cette crainte est d'autant plus grande, selon elle, qu'elle s'attend à ce que Mayotte soit submergée, c'est bien le mot, par les Comoriens fuyant le Covid, le coronavirus aux Comores. Il est dommage que jusqu'à présent, il n'y ait pas eu de réaction comorienne, parce que c'est grave. Il ne s'agit pas ici, quand j'interviens, de faire un débat néocolonialiste, France impérialiste, non. On laissera ce débat-là à d'autres moments, et ce n'est pas un débat auquel Haïba FM s'y abandonne souvent. Il s'agit ici de responsabilité. Et ce serait l'occasion pour le gouvernement comorien de demander à la France un peu plus de responsabilité. Pourquoi? Il y a d'abord un aveu. Si Madame Voynet dit qu'elle s'attend à une invasion des Comoriens fuyant le coronavirus à Mayotte, c'est que pour l'ancien ministre comme elle, un médecin, elle est médecin, et pas n'importe quel médecin. Elle est anesthésiste, réanimatrice, c'est-à-dire quelqu'un de très très qualifié, et inspectrice générale des affaires sociales. Si elle dit ça, c'est parce que sur les papiers des autorités françaises à Mayotte, le coronavirus aux Comores, c'est plus qu'une probabilité. Jusqu'à présent, nous disons qu'il n'y a pas de coronavirus parce qu'il n'y a pas eu de test, il n'y a pas eu d'analyse. Mais quand une telle autorité dit et que les journaux français disent que les Comoriens vont fuir, je cite, l'incurie des services de santé comoriens et envahir Mayotte, c'est que certains ont des éléments que nous n'avons pas. Le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est que Madame Voynet oublie que s'il y a, ou fait semblant d'oublier, que s'il y a coronavirus 2 aux Comores, c'est parce que l'infection vient de la France métropolitaine, comme on dit à Mayotte, et que d'Europe, le virus est venu à Mayotte pour partir dans les îles Sœurs. Ce qu'on ne dit pas, ou ce que nos autorités
ne disent pas, c'est que dans une situation comme ça, le Mahorais qui a peur n'oublie pas qu'il est comorien. Il y a déjà des Mahorais, contaminés ou pas, nous ne pouvons pas le dire, qui ont fui en juin justement pour fuir la maladie à Mayotte. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que Mayotte paie le retard pris par les autorités françaises. Les Comores paient aussi ce retard-là, ajouté à l'incurie, certes, des services de l'État comorien, mais à la base, nous payons une faute qui est d'autant plus inexcusable qu'elle provient d'autorités qui ont tous les moyens d'analyse et pour faire face et pour prévenir la maladie. Je ne veux pas perdre beaucoup de temps là-dessus parce que ce qui importe, c'est comment travailler ensemble dans la région pour lutter contre le coronavirus. Il y a la coopération au niveau de la CEI à laquelle Mayotte ne fait pas partie, puisque Mayotte est comorienne. Ça, c'est la politique et c'est la vérité. Mais il y a depuis une coopération entre les autorités mahoraises et l'État comorien. Les autorités mahoraises ont laissé partir des Kossa. Alors que l'épidémie, on ne parlait pas encore de pandémie, était déclarée. On savait que ça allait venir. Donc dans tout ça, ce qui doit être fait, c'est que les autorités des îles se regardent droit dans les yeux, s'assoient et discutent de comment coopérer justement pour que il n'y ait pas un jeu de ping-pong entre les îles concernant le passage du virus. C'est un point. Mais on aimerait bien que les autorités comoriennes soient à la hauteur des enjeux et osent parler aussi. S'affirme. Car jusqu'à présent, il y a des arrêtés. On a vu d'abord dans un premier temps des arrêtés qui sont partis du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, des notes des différents services, sans aucune cohérence. Qui ne sont pas suivis des faits. À Haïba, on s'est félicité dimanche dernier quand il y a eu la réunion du président de la République avec les responsables étatiques, des médecins et le comité scientifique. Mais personne, on vous l'a dit ici, ne pouvait à la sortie de cette réunion dire concrètement ce qui allait être fait. Le ministère de la Santé, de notre point de vue, se conduisait toujours comme s'il s'agissait d'une tâche de santé publique, de prévention d'une maladie qui est toujours là et non pas d'une épidémie. Le ministère de l'Intérieur
voulait montrer que l'État s'en occupe, et on pond des arrêtés qui n'ont aucune traduction sur le terrain. Par exemple, depuis, on attend toujours de savoir sur la question de la distanciation. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui se passe dans les mosquées le vendredi? Qu'est-ce qui a été fait quand on a parlé des marchés, des gares routières? Les écoles les plus responsables ont fermé bien avant qu'il n'y ait une instruction officielle. Aujourd'hui, nous nous félicitons que des commerçants commencent à placer des seaux pleins de liquide d'eau de Javel ou de savonneuse pour se laver les mains. Mais il y a aussi des tas de choses à faire. À notre avis, il y a une urgence. C'est la communication du gouvernement. Il faut que la presse, le citoyen, les services de l'État sachent où trouver l'information officielle. La publication d'arrêtés, quelque chose dans la loi Toine, non. Bien sûr, il y a la communication de chaque entité, le ministère de la Santé, la présidence, mais il faut, face à cette pandémie, qu'il y ait un lieu central où il n'y a que des informations sur ça, où on trouve la cohérence du gouvernement, on trouve les données, et on sait que ce qui a été dit là, c'est ce que pense le gouvernement. Parce qu'on se rend compte que jusqu'à présent, il n'y a pas cette coordination-là. Il y a eu des gens qui ont été désignés, il y a le comité scientifique, mais quand hier, j'ai été membre d'une délégation de la société civile, je suis allé, comme d'autres, une dizaine de personnes, rencontrer le secrétaire général de la présidence, pas du gouvernement, de la présidence de la République, le docteur Sonhadj, un médecin connu, comme il l'a dit, 30 ans, 35 ans d'expérience, très bien. Mais face à cette personne que je respecte, qui est un très bon orateur, un séduisant parleur, on avait l'impression, on n'a pas du tout entendu parler de comité scientifique, de comité exécutif, on n'a pas entendu de politique gouvernementale, de stratégie gouvernementale. Il a parlé de ce que lui pense, lui ce qu'il entend comme priorité. Et la société civile devait s'occuper de deux ou trois choses. Alors, le problème, ce n'est pas que le docteur Sonhadj ait des convictions par rapport à la maladie, c'est que on était là pour écouter le secrétaire général de la présidence nous parler de la politique gouvernementale, de la stratégie gouvernementale, nous dire, voilà, le comité scientifique, vous pouvez savoir ça, le comité scientifique propose ça, le gouvernement a décidé de ça, le ministère va faire ça, les préfets, non. Nous sommes sortis de là comme si nous étions allés écouter quelqu'un qui nous parlait d'une thèse, de sa thèse ou de son mémoire. Et cela, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a urgence. Maintenant, au niveau de la population, nous n'allons plus dire qu'il n'y a pas la maladie
On dira, nous ne savons pas s'il y a des malades et combien. Parce que le fait qu'on ne puisse pas prouver qu'il y a des malades ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Quand on sait, quand on nous dit de Mayotte, que les mouvements sont là perpétuellement, quand on sait que des gens fuient Mayotte pour le moment pour venir aux Comores. Quand on sait que jusqu'à présent, on ne peut pas nous dire la date où les services de santé pourront commencer à faire des analyses. Tout cela, c'est des non-dits. Il est important que le gouvernement, et surtout que le président de la République, ne se contente pas d'entendre. On a dépassé le stade de la bonne volonté et de la séduction. On n'en est plus là. On n'est plus là. Il faut des actions aujourd'hui. Effectivement, qu'est-ce qui se passe à la gare routière? Qu'est-ce qu'on fait à Volo-Volo déjà qui est, nous le montrons souvent à Haïba, qui est un marché où l'hygiène est complètement déficiente. Qu'est-ce qui se passe dans les taxis? Certains d'entre nous l'avons dit, certains d'entre nous l'ont dit, au secrétaire général de la présidence hier. Il faut que la population, pour qu'elle se sente concernée, soit convaincue que le gouvernement se soucie d'elle. Dans tous les pays, il y a l'aspect économique qui est très important. Par exemple, la dame de Volo-Volo qui vit de vendre, de la vente des boubous qu'elle importe à Dubaï, à Dar es Salaam, et qui maintenant n'a plus d'espoir de s'en approvisionner, elle ne se sentira concernée par les mesures d'hygiène que si elle se dit qu'elle a des chances de survivre un jour, de pouvoir payer les factures de ses enfants à l'école, tout ça. Et c'est pourquoi c'est important que le gouvernement parle aussi des initiatives prises par la Banque centrale et des discussions que la Banque centrale a eues avec les banques pour les compensations, le soutien économique. C'est important. On sait que le gouvernement n'a pas d'argent, mais c'est justement l'occasion maintenant de voir ces délégations ou ces gens avec la Banque mondiale. Ouais, s'il n'y a pas de rencontre, au moins il y aura des écrits. Si on veut que, au niveau de la gare routière, il y ait respect des instructions du ministère de l'Intérieur, ce ne sera pas simplement par discipline. De toute façon, il n'y a pas de possibilité de suivre tout le monde. Mais si il y a déjà des mesures qui sont annoncées, qu'est-ce que j'en sais? La vignette, des facilités de paiement, à ce moment-là, les gens se seront concernés, ils ne se diront pas « mais qui va m'aider à survivre ?» On a vu des écoles qui, sans attendre, parce qu'il y avait de vrais responsables, ont fermé. Est-ce qu'il est logique que pendant la période où il n'y a pas d'études, que les parents paient? Cela se discute. Mais il est très logique que le gouvernement s'assoie et discute avec les dirigeants des écoles de quelle aide ils peuvent obtenir. Mais
réunion d'hier, il y avait un patron qui a 200 agents, 200 employés. Il va devoir peut-être licencier 150. Ce sont aussi des mesures comme ça qui montreront que nous tous, nous sommes là, le gouvernement, mais aussi nous, citoyens, qui comprenons que ceux qui ont investi dans l'éducation pour nous faire manger, pour qu'on puisse acheter ceci ou cela, dans une situation comme ça, qu'on comprenne qu'il y a la maladie, mais eux aussi deviennent leur commerce, leurs activités, en quelque sorte sont malades, sont victimes du coronavirus. Alors, il est important que le gouvernement s'adresse à ces personnes leviers. Nous sommes des musulmans. Je pense que c'est bon de sensibiliser, d'envoyer des gens dans des villages sous les badamis. Mais tant que le Comorien ne verra pas à la mosquée des gens prier à 1 mètre de distance, il ne comprendra pas l'importance, la gravité de cette épidémie. Ce matin, nous avons publié un communiqué qui date de plusieurs jours, qui s'inquiète parce qu'il ne voit rien de concret. Dois-je dire, dois-je rappeler que même dans les grands pays et partout, les premières victimes sont ceux-là qui ont choisi de s'occuper de notre santé. Cela veut dire quoi? Quand le gouvernement pourra dire concrètement combien de kits qui servent à quoi? Il ne s'agit pas simplement de dire dans une réunion de la part d'un responsable du ministère de la Santé que nous avons ceci ou cela. Il faut convaincre. Il faut convaincre en montrant aux praticiens, au personnel médical qu'on se soucie d'eux et que s'il y a un malade, ils prennent des risques, mais des risques aussi mesurés parce que la société se soucie de les voir guérir et guérir encore d'autres, revenir, se reposer et partir dans cette guerre. C'est le président Azali qui a repris le mot de Macron pour dire « nous sommes en guerre ». Eh bien, si nous sommes en guerre, la première des choses, c'est que les combattants, c'est-à-dire nous tous, nous ayons confiance l'un en l'autre. À demain.